Bonjour, mesdames et messieurs. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Bienvenue à l'émission à votre service. Cette semaine, nous recevons, dans le cadre de l'émission, Mme Francine Paquin, qui est poète, écrivaine et photographe, qui va nous parler de son tout dernier livre qui s'appelle « Hommage à la beauté manifestée ». Nous recevons également Mme Joanne Vigneault, qui est directrice de l'espace muséal de la Maison Mère des Petites Franciscaines de Marie, qui va nous parler d'une exposition consacrée à Saint François d'Assise. Et enfin, M. Gérard Desgagnés, auteur et musicien, qui à l'âge de 71 ans va lancer son tout premier micro-sillon et qui s'intitule « Jamais trop tard ». Bonne émission. Alors, Mme Francine Paquin, poète, écrivaine et photographe, bienvenue à l'émission à votre service. Merci bien. Alors, ce matin, là, vous avez fait un petit trajet, pris le bateau, vous en venir ici à Baie-Saint-Paul. Malgré la température, il y a toujours un petit côté poétique dans ce genre de transport-là. Surtout, le bateau était un peu en retard. Il y a un peu de la construction sur le chemin, mais on est arrivé à temps. Bon. On vous reçoit aujourd'hui à l'émission dû au fait que bientôt vous allez faire un lancement officiel d'un livre qui va paraître incessamment, là. Oui. Et le titre du livre s'appelle « Hommage à la beauté manifeste ». Exactement. C'est quelque chose, là. Oui. C'est tout chaud, là, je veux dire. Oui. J'ai été le chercher aux éditions Gide la semaine dernière. OK. Parlez-nous un petit peu du livre. C'est quoi son contenu? D'accord. Ce sont mes photos et mes textes. Ce sont des photos de l'île aux Coudres, de très belles photos, parce que je pense que ceux qui connaissent l'île savent que c'est vraiment très beau. Et également, ce sont des textes, des poésies qui sont en lien avec les photos. De ces textes-là, il y en a quelques-uns qui étaient, comme je l'explique dans le prologue, qui étaient déjà écrites parce que je les avais fait à Cap-de-la-Madeleine. Et d'autres, je les ai fait à l'île aux Coudres. Un peu aussi comme celle que j'ai fait à l'île aux Coudres. Quand je vois la photo m'inspire beaucoup. Alors, quand je voyais la photo, la poésie montait spontanément. Alors, je l'écrivais d'un coup. C'est ce que j'ai fait pour plusieurs poésies également. Est-ce que un ouvrage, c'est quand même pas peu dire, je veux dire, il y a plusieurs pages là-dedans, c'est très joli, très beau. J'invite effectivement la population à se le procurer. Est-ce que ça demande une longue période de gestation pour dire voici ce que je veux faire et comment je veux le faire? Bien, moi, je vais vous dire bien honnêtement, peut-être contraire à ce que certaines personnes pensent. Personnellement, ce n'est pas nécessairement la même chose pour tous les auteurs, mais personnellement, de faire ce travail, c'est-à-dire de choisir la poésie et la photo que l'on peut mettre ensemble, pour moi, c'est un loisir. C'est très facile. Je me suis amusée à faire ça. J'ai beaucoup aimé faire ça. Par contre, ce qui, des fois, disons, peut-être a été plus long, c'est sûr que lorsqu'on attend le livre, puis tout ce temps ensuite, la publicité, bon. Et j'ose même vous dire quelque chose d'un peu drôle, c'est que moi, j'avais remis la clé USB à M. Lambert en septembre. Ça s'est adonné qu'il m'a donné la réponse la journée de ma fête, le 6 octobre. Bon, si je compte, comme je disais à M. Lambert, j'ai été 9 mois. Alors, j'ai dit un peu en rien. J'ai dit, c'était une grossesse. J'ai dit, même à mon âge, on accouche d'un beau bébé. Exactement. Et je suis très contente. Puis, je pense qu'aux éditions Gide aussi, ils ont fait un beau travail. Puis, ils ont oui, c'est un très beau livre. Une belle mise en page. Très belle qualité, belle présentation, franchement, le papier glacé et tout ce qu'il y en a. Très beau. Ils ont fait un beau travail. Vous êtes originaire de Montréal. Vous avez voyagé un peu dans le monde. Je suis née à Montréal, mais moi, je n'aime pas la ville. Honnêtement, ça, c'est contre ma nature dans le sens que j'aime beaucoup. J'aime être dans la nature. Je suis née à Montréal, mais disons vers l'âge de 13 ans quand même, mon père avait acheté un terrain à Valmorin, ce qui était à ce moment-là vraiment terre vierge parce qu'il y avait vraiment très peu de maisons. Puis par la suite, oui, adulte, j'ai voyagé assez parce que, bon, j'aimais apprendre des langues, je parle italien. J'aimais également reconnaître des gens. Quand on est jeune, c'est une belle aventure. Puis
Je ne regrette rien. J'ai beaucoup aimé. Puis encore, je garde le contact avec des amis en Italie, Oui. à qui j'ai promis d'envoyer Il y a des beaux coins en Italie aussi, là. Ah, ben oui, surtout, moi, j'étais dans les Alpes, OK. à la frontière de la France, à un petit village qui s'appelle Morget, qui est juste avant Courmayeur. Et à ce moment-là, oui, c'est beau. Mais je veux dire, j'ai été aussi à d'autres places, à Santa Margherita Ligure, où j'ai des amis très chers, OK. est en bordure de la mer. Alors, comment on aboutit à l'île aux coudes, là? Ce qui est arrivé, c'est que, ben c'est ça, j'ai une sœur qui demeure aux Seigneuries, aux Éboulements. Et elle est venue parce que sa fille, déjà, travaillait à la Malbaie, enseigne à la Malbaie. Alors, moi, j'allais chez elle, puis comme elle me disait un petit peu en dernier, t'es plus de la visite, parce que j'étais toujours là. Mais par contre, disons, c'est ça, j'aimais ça. Puis les derniers temps, je me souviens, tu sais, je partais, puis rien âme. J'avais, tu sais, puis c'est pas parce que j'étais pas bien, j'ai vécu au-delà de 20 ans à Cap-la-Madeleine, j'étais très bien. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose d'autre. On sent à un moment donné là, qu'on a un appel. Moi, c'était vraiment un appel. Puis, comme je crois beaucoup à la providence, j'avais dit au Seigneur, si tu me veux ici, que ce soit à Cap-la-Madeleine, pas Cap-la-Madeleine, je veux dire aux îles ou à l'île aux Coudres ou à Saint-Joseph, en tout cas, Manon était à Saint-Joseph à ce moment-là, j'ai dit, montre-le-moi clairement. Alors, c'était très clair. Très vite, j'ai vu la maison, puis une maison sur le bord de l'eau, un peu en biais avec le massif. Puis moi, ce qui m'a fascinée tout de suite, c'était en arrière, le terrain, la vue. J'ai trouvé ça merveilleux, merveilleux. Alors, ce qui est arrivé, c'est que, bon, là, ensuite, j'ai contacté la personne, la propriétaire, et ça s'est fait assez vite. Et ce qui est quelque chose, un petit fait qui était un peu drôle, c'est que moi, quand je suis arrivée, à ce moment-là, avec la propriétaire, puis je regardais justement le paysage, elle me dit, moi tout de suite, je dis, oui, oui, je la prends, mais elle me dit, vous n'avez pas vu la maison, l'intérieur, ça ne fait rien, je la prends. Un coup de cœur. Un coup de cœur, un vrai coup de cœur. Un vrai coup de cœur, oui, oui. Dites-moi, on parle du livre qui est le titre « Hommage à la beauté manifeste », mais en même temps, comme vous le mentionnez, pour vous, c'est un voyage aussi au cœur de l'être qu'on retrouve un peu dans ce livre-là. Oui, parce que moi, je crois très sincèrement que chaque être humain, moi, j'y crois vraiment qu'on a la semence de Dieu en soi. Sauf que souvent, on est tellement pris par toutes sortes de choses extérieures ou des souffrances que la personne peut vivre et tout ça. Et je trouve que c'est important de retrouver en soi cette dimension de la beauté que Dieu nous a créée dans un souffle d'amour. Et mes textes, plusieurs de mes textes sont dans ce sens-là aussi, beaucoup. Dans le sens que la beauté de la nature, puis il y a aussi, en tout début du livre, un texte que j'ai écrit il y a plusieurs années et que j'ai mis dans ce livre qui s'appelle « Les saisons de mon âme ». Ce texte-là, c'est dans le sens que je fais le parallèle entre un peu un cheminement humain et spirituel et la nature. Je vous donne un exemple. Il y a un temps où l'arbre va perdre ses feuilles, il va être taillant. Ensuite, à un moment donné, bon, les bourgeons apparaissent. Tu sais, c'est toujours, au fond, le processus vie et mort, renaissance, vie et mort. Alors, ce qu'on vit chacun de nous à travers des expériences de vie, des renoncements qu'on a à faire, des expériences qu'on a à vivre. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que le texte a été écrit. C'est là qu'on voit qu'on est peu de choses à travers tout ça, je veux dire, parce qu'on est poussière, on redeviendra poussière, comme on dit, mais dans le contexte où la vie est toujours là à continuer et à se renouveler. D'un côté, on est peu de choses dans le sens que on est limité, oui, comme vous avez dit, on est limité. Par contre, moi, je dis toujours au Seigneur, seul, je ne peux rien, mais avec toi, tout est possible. Et ça, je peux vous dire qu'il me l'a prouvé beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai beaucoup d'expérience dans le sens que je peux vous prouver que le Seigneur a été très agissant. Puis, j'ose même vous faire même une confidence. C'est qu'aujourd'hui, je suis très à l'aise pour parler et tout ça, mais pour des raisons des situations d'enfance, j'étais la personne qui ne pouvait pas s'exprimer, qui ne pouvait pas parler. Et aujourd'hui, c'était la transformation totale depuis les dernières années. Félicitations. Oui, ben, en tout cas, j'en remercie le Seigneur tout le temps parce qu'il m'a vraiment comblée. Dites-moi, le livre, officiellement, il y a un lancement qui s'en vient oui. Très bientôt. Ça va se passer à l'île aux Coudres.
Oui. Ça va se passer aux Voitures d'eau. Oui, l'hôtel Les Voitures d'eau. L'hôtel Les Voitures d'eau. Vous avez l'adresse? Oui, qui est le aussi, 1933 chemin des Coudriers, à l'île aux Coudres. C'est pas 933, ou peut-être, je sais pas. Ah, En fait, 1933. Oui, ça doit être ça. De toute façon, c'est difficile de se perdre à l'île. Là. Non, on fait non, le tour, c'est trop puis on va le trouver. Tout le monde connaît où est-ce que c'est. Et tout ça, ça va avoir lieu le 2 juin. Non, le 21. Le 21 juin, pardon, oui. On est passé dans le 2. Le Oui, 21 juin. 21 juin, entre 2h et 4h, c'est-à-dire, 14h et 16h. Oui. Dans l'après-midi. Alors, tous sont bienvenus, puis il va y avoir des belles petites surprises qui vous attendent. Bon, alors c'est ouvert au public. C'est ouvert à tous et vous êtes tous les bienvenus. Bon, alors l'invitation, elle est lancée. Écoutez, c'est un très beau livre, Mme Paquin. Félicitations. Puis je pense que savoir que ce n'est pas votre premier, là. Non. Vous l'avez déjà écrit avant. Oui, j'en ai fait quand même plusieurs à compte d'auteur. J'ai fait des CD. Mais là, c'était comme quelque chose de différent, de spécial. Puis à cause des photos couleurs aussi, on ne peut pas mettre des photos noir et blanc dans un livre comme ça. Il y a des endroits où ça a leur place, puis ça va très bien, mais dans un livre comme ça, c'était nécessaire des photos couleurs. Alors, c'était préférable de faire appel à un éditeur, puis je suis très contente de l'avoir fait. Alors, le livre s'appelle « Hommage à la beauté manifestée ». C'est superbe. Avec un B majuscule, à part ça. Eh bien, oui, certain. Et Mme Paquin, bien merci. Bien, ça m'a fait bon plaisir. lancement de livre. Bien, merci beaucoup, vous êtes bien aimable. Eh ouais. Madame Joanne Vigneault, directrice de l'espace muséal de la Maison des Petites Franciscaines ici à Baie-Saint-Paul. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci. On a une raison spéciale aujourd'hui pour vous avoir à notre émission. C'est effectivement, il y a eu un vernissage sur une nouvelle exposition qui va avoir lieu à l'espace muséal là, qui commence très bientôt. Là. Oui, effectivement, l'espace présente une nouvelle exposition temporaire à compter de dimanche le 14 juin. Et jusqu'à la fin août, on va être ouvert 7 jours sur 7. Alors ça, c'est aussi une nouveauté pour cet été. Et notre exposition s'intitule « Un héritage de valeurs ». Elle porte sur les valeurs de Saint François d'Assise. On pense que les gens vont être surpris de voir jusqu'à quel point cet homme-là, qui a vécu au Moyen Âge, avait des valeurs très contemporaines et d'actualité encore aujourd'hui. Il serait de son temps aujourd'hui. Là. Oui, et elles sont quand même universelles pour la grande majorité d'entre elles. À ce moment-là, il ne devait pas être de son temps, si je comprends bien. Il était un petit peu à l'avant-garde des rebelles. Par exemple, à l'époque, la religion, les messes, les sermons, tout ça, tout se déroulait en latin. Lui, il parlait aux gens en italien, leur langue de tous les jours. Alors, c'est sûr qu'il y avait des aspects un peu plus rebelles si on compare à la grande institution qu'est l'Église, mais il la respectait quand même. Là. Il n'était pas rebelle au point de dire « moi, je pars quelque chose de totalement nouveau », mais il était C'était un homme différent. de communication. Là, je veux dire, il s'arrangeait pour être compris et entendu. Oui, effectivement. C'est d'abord aussi, avant tout, un homme très sensible à la nature. Oui, c'est le patron de l'écologie. Le patron de l'écologie et un homme de paix. Et c'est ce que l'on retrouve à l'intérieur de l'exposition. Bien, l'exposition parle bien sûr un peu de son parcours à travers les textes. Par contre, on n'est pas un musée à grande envergure. On n'a pas des assurances à tout casser. Alors, c'est sûr qu'on ne pouvait pas avoir d'objets rattachés à son vécu. Ces objets-là sont conservés très précieusement en Italie. Mais ça nous causait d'ailleurs une problématique, l'équipe du musée. Comment on va illustrer ça? Puis faire une exposition sur Saint François d'Assise quand on n'a pas d'objets rattachés directement à lui. On a des statues, on a des illustrations, des peintures, mais rien d'autre. On se disait, on ne veut pas faire une exposition d'art non plus, c'est pas ça le but. Alors, à force de lecture, on a trouvé une piste qui sont ces valeurs. Alors, il y a 8 valeurs qui sont présentées en 4 paires tout au long de l'exposition. Et chacune des valeurs est illustrée par des objets qui peuvent les représenter. Par exemple, le partage et le respect. Saint François a pris soin de gens démunis, de marginaux.
Les petites franciscaines ici ont pris soin de déficients, ont soigné des malades. Alors, il y a des éléments rattachés aux soins de la santé, par exemple, dans cette section-là. Il y a Saint-François est allé pendant une croisade, il est allé rencontrer un sultan pour essayer d'éviter un affrontement. Il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi à convaincre non plus le sultan que sa foi était meilleure que l'autre ou vice-versa, mais les deux hommes se sont quand même parlé, ont échangé. Et, il devait y avoir un respect mutuel. Exactement. Donc, on a choisi d'illustrer ça par une vitrine où il y a des éléments de différentes croyances, différentes cultures. Alors, c'est le genre d'objet qu'on va retrouver dans l'exposition. L'approche est originale. Pas nécessairement rattachée à Saint-François, mais aux valeurs. En même temps, ça montre qu'elles sont toujours d'actualité. Oui, c'est la base. Hein. Dans le fond, c'est la base de l'humain. Je veux dire, tant qu'on respecte ça, quelque part, on peut dire qu'on a des chances d'être heureux. Ça améliore, en tout cas, ça améliore les la chances. vie, ça améliore. Dites-moi, l'idée de l'exposition, parce que c'est pas pour rien que c'est les petites franciscaines de Marie qui le font. Je veux dire, Saint-François d'Assise, c'est pratiquement la base même de l'existence de la congrégation. Oui, en fait, les petites franciscaines sont des franco-américaines à l'origine et elles, depuis le début, elles voulaient devenir franciscaines parce que, justement, les valeurs de Saint-François venaient les chercher, entre autres l'aspect non hiérarchique où tout le monde est sur le même pied parmi les franciscains. On est tous des frères, on est tous égaux. L'espèce de simplicité aussi de leurs vêtements, de leur façon de vivre. Alors, ça les attirait et donc elles ont choisi de suivre ce saint-là et de devenir franciscaines. Elles auraient pu décider, on suit Saint-Dominique, on devient dominicaine ou autre chose, mais c'est vraiment Saint-François qu'elles ont choisi. Alors, c'est vraiment la base de toutes leurs croyances et dans la règle et les ordres de Saint-François. C'est ce qui dicte leur comportement principalement. Oui. Rendu là. Cette exposition-là, l'idée est venue comment? Bien, l'idée, à la base, les religieuses se sont mis à dire on ouvre le jardin de François à l'automne. Ça serait peut-être une bonne idée d'avoir en même temps une exposition sur Saint-François à l'espace muséal. C'était dans les plans éventuels de l'espace. J'avoue que c'était peut-être pas notre idée première pour cet été. Donc, on s'est dit, OK, ça nous fait un méchant défi, justement, parce que qu'est-ce qu'on met, de quelle façon on le présente, mais on ose croire qu'on s'en est bien tiré. Et bon, je ne suis pas toute seule là-dedans, c'est sûr, c'est moi qui ai fait la recherche, les lectures, plus le concept, mais en même temps, au fur et à mesure des lectures, on discute en équipe, donc il y a des commentaires d'autres personnes qui viennent influencer qu'est-ce que nous, on est en train de faire. Pour la mise en espace, bien, il y a les deux autres personnes qui travaillent à l'espace, Jeanne-Marie Brochu, Philippe Paradis, qui ont prêté main forte. Et on a aussi Richard Ferland du Musée d'art qui est venu faire notre éclairage. Et Michel Tremblay qui est venu aussi faire du travail plus de bras, là, faire une ouverture entre deux salles, peinturer les murs. Alors on a eu de l'aide. C'est vraiment un travail d'équipe. Alors, l'exposition, elle est là pour tout l'été, effectivement, comme vous le dites. Et un peu plus, parce que notre saison, cette année, se poursuit jusqu'au 25 octobre. Par contre, à compter du 1er septembre jusqu'au 25 octobre, là, on tombe à 5 jours semaine au lieu de 7. OK. Puis comme vous disiez, c'est une première là, en termes d'ouverture des portes du musée. Là. Oui, pour ouverture, 7 jours sur 7, c'est une première cette année. On va voir comment ça se déroule. On est ouvert comme les autres années entre 11h et 17h. Et quand septembre arrive, bien là, on tombe du mercredi au dimanche et c'est de 11h à 16h. OK. Et on a encore l'exposition permanente aussi qui reste en place. Là. Qui est toujours là, présente, effectivement, qui est toujours très intéressante également. Oui. Dites-moi, à l'intérieur de l'exposition, on a vu aussi qu'il y a un écran sur lequel apparaît beaucoup de jeunes. Oui, il ne faut pas l'oublier, cet écran-là. Alors, dans le cadre de l'exposition de Saint-François, on a lancé un concours un peu plus tôt cette année auprès de la commission scolaire de Charlevoix. On a incité les jeunes à écrire un poème sur le thème de la nature, étant donné que Saint-François est patron de l'écologie. Il y a quand même 80 jeunes qui ont participé. On est très, très contents. Pour une première? Pour une première activité de ce type. Et ça va des tout petits de première année
jusqu'au début du secondaire parmi les participants. Et on a retenu 16 gagnants. Et ces 16 gagnants lisent leurs poèmes devant caméra et c'est diffusé au sein de l'exposition. Et entre chacune des lectures, on a inséré des images de nature et des images prises en Italie par Lise Gagné, qui est allée sur la piste de Saint-François, qui est allée faire un pèlerinage. Okay. Alors, les vues d'Italie, ça montre des Alors, endroits en lien il y a un lien avec géographique Saint-François. avec son endroit de vie. Et ça dure une vingtaine de minutes environ. Alors, donc, il y a de la variété, là. Oui, oui. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve comme objet? J'ai vu des objets oratoires, j'ai vu des peintures, j'ai vu des différentes choses, là. Alors, est-ce qu'on peut décrire un petit peu? Peut-être parmi les objets, ceux qu'on voit peut-être moins fréquemment, on a une crèche en papier, qui est un peu comme les livres quand on était jeune, qu'on ouvre. Et ça fait un pop-up là, avec différentes perspectives. D'une dimension, ça tombe à et plusieurs plans. dimensions. Ouais. Alors, on a une crèche comme ça. Ça, c'est assez différent. On a quoi d'autre qui sort un peu de l'ordinaire? On a quelques objets prêtés par le musée de Charlevoix, des outils, par exemple, ou des outils pour travailler le bois et aussi pour travailler la terre, parce que les frères de Saint-François ont échangé au tout début leurs bras, leur énergie en échange de nourriture ou d'autres services. Alors, on a des outils comme ça. On a des masques africains qui proviennent d'une collection privée. Alors, des choses qu'on ne voit pas nécessairement tous les jours. Et on a un très gros reliquaire, c'est-à-dire un meuble dans lequel on place plusieurs reliques, qui peut en contenir une centaine. On n'en a pas mis 100, on a mis quand même proche 70. Et ça, c'est un meuble qu'on ne voit pas fréquemment. Alors, c'est quand même impressionnant de voir. Donc, pour les curieux, là, je pense que ça peut être une exposition assez révélatrice, là. Et il y a des objets que les gens peuvent avoir vu des choses similaires ou peut-être les ont déjà vus s'ils avaient la chance, l'occasion de circuler dans l'édifice de la Maison Mère, mais qui n'ont pas été encore présentés avant dans nos salles d'exposition dans le cadre d'une réelle exposition muséale. Alors, le musée, en fait, l'espace muséal est directement rattaché à la Maison Mère, là, pour ceux qui ne savent pas. Donc, c'est directement à la Maison Mère. Il y a une entrée particulière pour le musée comme tel. Et l'entrée est facile à retrouver parce qu'on sort, à part s'il y a grosse tempête de pluie, là, on sort un mannequin habillé en petite franciscaine sur le perron. Alors, on ne peut pas rater l'entrée de cette façon. Puis c'est bon pour toutes les générations, en termes d'individus qui peuvent aller voir ça. C'est ce qu'on souhaite, et pas seulement pour toutes les générations, mais aussi avec les expositions qui sont présentées, les petites franciscaines, oui, dans l'expo permanente, on parle de leurs croyances, mais on parle aussi beaucoup de leur contribution au développement de la région, au développement de différentes écoles envers l'hôpital, ici à Baie-Saint-Paul. Alors, c'est aussi un musée d'histoire, c'est pas juste du patrimoine religieux. Et l'expo sur Saint-François, on a essayé de la concevoir de façon à ce que même les athées, les gens qui ont d'autres croyances, peuvent s'y sentir à l'aise. Justement, en accent sur les valeurs, c'était une façon pour nous d'essayer d'atteindre ce but-là. Qui sont universels en termes de valeurs, de toute façon. Oui. Ah bien. C'est une invitation, elle est lancée. Oui. Hein? On vous attend, on adore vous recevoir. Merci de votre visite, puis bon succès avec l'exposition. Merci beaucoup. Alors, M. Gérald Desgagnés de l'Île aux Coudres, bienvenue à notre émission. Merci bien. Vous êtes ici pour une raison bien spéciale, parce que là, il s'est passé quelque chose d'assez rarissime dans votre vie récemment, c'est que vous avez lancé un micro-sillon qui s'appelle « Jamais trop tard ». Et ça, à 71 ans. En plein ça. Parlez-moi de ça un peu. Comment vous l'avez vécu, cette expérience-là? Oh mon Dieu, c'était toute qu'une aventure. C'était...
on dirait, comme on dit, assez touché. Ouais. Puis, quand on embarque dans ce domaine-là, là, c'est bien beau de jouer de la guitare dans sa cave, là. Mais quand on arrive devant les faits qu'il faut chanter, pas sur notre musique qu'on a, sur la musique qu'on a donné une mélodie, puis la musique, c'est autrement. OK. Il faut suivre. Parce que là, elle est écrite, elle est composée, puis à partir de là, vous tout seul, dans votre coin, ça va bien, mais là, quand on joue avec d'autres, il faut que ça soit en harmonie avec tout le monde. Non, j'ai pas joué avec d'autres. Moi, j'ai écrit les mélodies. Je suis allé les mener à mon beau-frère, qui s'appelle Daniel Marco, au studio. OK. Lui, il les a mis mes mélodies, il les a mis les notes, là, les pages. Puis moi, je suis allé chanter là-dessus. C'était toute une nouvelle musique. OK. C'était pas comme on chante, il est quelque part une grève au beau milieu du Saint-Laurent. Là. Les gens, ils disent, ils chantent la meilleure chanson de l'île, mais là, c'est pas ça. Là. Il faut suivre la musique qu'ils ont faite. OK. Fait que c'est tout qu'un domaine. Là. Puis là, en plus, il y a plein de styles d'instruments là-dedans. Là. Ah oui, les instruments, moi, j'ai pas joué aucun instrument. OK. On avait acheté d'aller Mais chanter, c'est c'est ça, ce il y qu'ils ont avait fait. Ah, il y avait d'autres musiciens qui il y ont avait joué. full, il y avait 6 ou 7 instruments, là, le violoniste, la basse, la guitare électrique. Ah, c'est ça. Effectivement, contrebasse, guitare, basse, contrebasse, violoncelle, piano, accordéon, batterie. Ah oui. Hein? Quand j'ai arrivé pour chanter, c'était tout enregistré, ça. Tout était fait. Tout était fait. Fallait que c'est là que j'ai trouvé l'affaire pas comme je pensais. Il fallait que je chante dans le micro, là, puis direct, là, pas trop loin, pas trop proche. Suivre la musique qu'il avait faite, puis quand commencer, puis quand arrêter. Ça, c'était... C'est-tu plus difficile s'en aller en studio enregistrer que de faire un spectacle devant personne? Ben, des spectacles, je n'ai pas fait beaucoup, mais j'ai fait mon lancement là, à Lille, puis ils ont demandé que je joue 3 chansons, mais c'était facile, parce que je les ai pas jouées sur la musique. Je les ai jouées comme je les jouais, là, OK. dans mon sous-sol, là, sur ma galerie. Ça fait longtemps que vous grattez de la guitare, vous, là. Oh. Il y en avait qui ne savaient pas, puis ça demandait quelle histoire. Moi, j'ai commencé à jouer de la guitare en 1963. Je m'en allais à l'école à Québec en coiffure. Puis j'avais peur de m'ennuyer dans ce temps-là. On ne partait pas pour s'en revenir la semaine prochaine, là. Ou le vendredi, comme aujourd'hui. Là. Ouais. J'avais été demander à ma tante quand mon cousin Léo s'était noyé, puis il était guitariste, lui. Puis elle m'avait prêté la guitare. Bon. Fait que j'ai parti avec ça. Ah, c'est là que vous Je avez fait savais vos même pas premières jouer classes. rien. OK. Et là, j'ai été allé voir un monsieur à Québec qui avait un studio d'instruments musicaux, puis je savais rien. Il m'a mis les 3 cordes, il dit « Va te pratiquer, puis tu reviendras me voir. » Il n'a jamais retourné. Jamais retourné. Puis depuis ce temps-là, vous grattez, mais vous composez aussi. Les textes, c'est vous aussi qui Non, les c'est avez pas faits. depuis ce temps-là que je compose. Non? Ça, j'ai gratté un peu, mais quand c'est venu la coiffure, on travaille le samedi, on finit tard. J'avais oublié la guitare, à l'exception quand j'allais à la pêche en Manic 5, là, les gars ils disaient « Amène ta guitare, Gérard. Ah. Amène ta guitare. » Puis on l'entendait sonner derrière de l'avion. Elle avait pas le son. Ça n'était pas dans son étui parce que ça était trop épais. OK. Elle sonnait dans l'avion. Écoutez, dans le contexte où, parce que là, je regarde un peu ce que vous faites, vous sortez un disque à 71 ans, c'est assez exceptionnel, mais dans votre vie, vous avez été, comme vous dites, coiffeur pour hommes. Dans le temps, on appelait ça un barbier, mais en plus, vous avez, vous, lancé un musée. Excusez-moi. Vous avez été impliqué là-dedans, là. Bien, avant ça, il s'est passé d'autres choses. Moi, je disais aux gens, les Beatles m'ont volé mon diplôme. Comment Parce que ça? les cheveux sont venus longs, puis là, il n'y avait plus de clients qui venaient me voir. Quand je dis ça, tout le monde rit. Mon père, il faisait du bricolage, là, puis j'étais toujours rendu à l'atelier, puis à un moment donné, il faisait des chaises versantes, insolites, toutes sortes d'affaires, jamais la même affaire. Puis moi, j'allais le voir. Puis j'étais plus longtemps dans une journée que j'attendais que les clients arrivent avec lui dans l'atelier qu'au salon de coiffure. OK. Ça fait qu'un bon jour, on a pris une décision de fermer le salon de coiffure. On a ouvert le magasin avant, en 1975. Puis en 1978, là, c'était rendu trop, là. Avec mon épouse, là, on a fermé le salon de coiffure. Fermé le salon de coiffure, On puis a là, tombé vous êtes dans notre... consacré à autre chose. C'est ça. Puis ça a duré au moins jusqu'en 1985. C'est là que j'ai ouvert le musée. Mon père, il était dehors avec ses sculptures, là.
Puis il arrivait un autobus, puis il y avait plus de monde qui allait là qui rentrait dans le magasin. Il allait voir ses affaires. Fait que là, quand il pleuvait, bien, il ne pouvait pas mettre ses affaires dehors. Fait que j'avais mes outils, moi. J'ai dit, on va sortir les outils, puis on va rentrer vos affaires dedans, puis on va parler de l'histoire de l'île. C'est ça que vous racontez un journée longue. Avec tout ce qu'il avait fait, il en avait assez pour une grande histoire. Et de fait, c'est resté. Est-ce qu'il existe encore? Non, le musée, on l'a fermé quand on a pris la retraite. Okay. On a fait le musée de l'histoire de l'île au deuxième, on a fait l'histoire, la faune et la flore de Charlevoix en 1993. Puis on a fermé en 2003 quand la madame a dit moi, je ne travaille plus. Si tu veux travailler, il faut travailler tout seul. Fait que j'ai tout fermé. On passe à d'autres choses. On passe à d'autres choses. L'autre chose, ben, c'est là que je retournais à la pêche avec mes amis, puis c'est là que je me suis ramassé dans le bois avec ma guitare. Puis une bonne nuit, là, les gars, ils dormaient, puis moi, je me vois au coin de la table avec un Scott Towel, une chandelle pour composer ma première chanson. Ça, je savais pas ça. OK. C'est arrivé. Un hasard. L'inspiration est venue, puis vous avez trouvé un bout de papier puis de une fortune. deuxième, puis une troisième. Puis... Parce qu'il y a combien de chansons dessus? Il y en a 15. Il y en a 15, mais il devait en avoir 16 parce que celle de mon épouse, elle a pris 6 minutes 59, la 11e. Fait qu'elle a volé la place de l'autre chanson du Lac-Boily où j'avais composé ma première. OK. Fait que là, elle est en première sur le prochain. Si le bon Dieu nous protège. Ça va bien jusqu'à maintenant? Vous êtes encore en santé? Ah oui, mais c'est bien mon ce qui arrive demain. Oh, ah. Dans le fond, là, comme vous dites, il y en a un deuxième qui s'en vient, là. Ben, les chansons, il y en a deux de composées. Il y a une qui est déjà enregistrée, puis il y a 2 musiques d'après que j'ai composées dernièrement. Puis dans ma caméra, il y en a plein de musiques qui sont faites, qui m'enregistraient, là. Quand je faisais un air de mélodie, là, je venais peut-être bien 10, 15, 20, là, que je fouille là-dedans. Je vais il y a 3 ans, je regarde ça, puis je compose là-dessus quand ça arrive. Ce premier micro-sillon-là, lui s'appelle Jamais trop tard. Puis le prochain, vous avez déjà un titre potentiel pour... Ah oui, moi je devance. Il va s'appeler Récidive. Récidive. Oui. On remet ça. T'en prends ça. Le lancement s'est fait à l'Auberge La Facine. Eh oui. Et je pense qu'il y avait un invité de marque qui était M. Guy Saint-Onge qui était sur place aussi. Oui, il est venu. Hein? Puis il vous a un peu motivé à faire les choses, lui-là. Là. Oui, c'est un peu lui qui m'a propulsé. Parce que quand j'ai composé ma chanson de Noël, le 19 décembre, pas l'an passé, c'était en 2014. Puis il était trop proche de Noël, c'était le 19 décembre, fait que là, j'ai pas pu être chanté. Puis celui qui devait la chanter l'automne passé, Noël dernier, sa maman était morte, il ne voulait pas chanter. Fait que c'est là que je me suis ramassé avec M. Saint-Onge, puis j'ai expliqué ça. Il a lu mes paroles, puis il a écouté la musique. Il a dit, tu vas ouvrir le spectacle que je fais le 19 décembre. Ouh! 365 jours plus tard. Qui avait lieu à quel endroit? À l'église de Saint-Louis, devant 200 personnes, un karaoké qui appelle. OK. J'étais bien surpris de voir ma chanson qui était en première. Puis, il avait dit qu'il n'y aura pas de vedette, puis je ne voulais pas être une vedette non plus, mais ça avait bien été. Puis c'est là que ça a commencé, que les gens ont su... La piqûre du spectacle, là. Oui, mais c'est là que les gens ont su que je chantais des chansons. Mais mon CD était commencé, il y avait 5 chansons de fête, mais personne ne savait ça. OK. C'est là qu'ils ont vu, ils ont dit tu es en train de faire un CD, c'est beau ta chanson de Noël, on en veut un de ton CD. On en veut un CD. Fait moi, je disais, mon beau-frère, on ne peut pas faire un CD pour 5 personnes, 5 chansons. Il dit, viens me voir, on va faire un plan d'affaires. Puis on va regarder à ça. Ça, c'était au mois de janvier. Puis on a décidé, il dit, moi, je ne te le ferai pas tout seul, il faut regarder avec des musiciens, puis il faut que tu remettes de l'argent pas mal plus. J'ai dit, on embarque. On se paye un plaisir. Ben, c'est ça, je me suis fait un cadeau. Ben, c'est le fun. Une douce folie. Dans le fond, c'est un rêve qui est devenu réalité. Oui, mais je n'avais pas vraiment rêvé à ça. Je rêvais de faire le CD, les chansons des enfants, là, pour que ça ait l'air plus tard. Là. Puis il y en avait quelques-unes qui étaient appropriées à d'autres choses, mais je faisais pas ça pour faire un lancement de CD, ces 5-là. C'était pour les avoir enregistrés. Mais la tournure a pris là. Bien, écoutez, comme vous dites, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ben, c'est ça.
Je voulais dire Gérard sur le tard, mais j'ai dit jamais trop tard. Puis M. Rochette, il a marqué jamais trop tard, Gérard sur le tard. Tout tourne autour. Il a tourné autour. C'est bon, ça. On peut se le procurer où? Là, c'est pas encore officiel, parce que c'est enregistré à la SOCAN, mais c'est pas encore le temps, là. OK. Je suis en train de travailler ça, là. OK. Chez moi encore, au prix du lancement, mais On peut communiquer avec vous, là. Puis... oui, c'est ça. OK. C'est ça. Y a-t-il un numéro de téléphone où on peut vous rejoindre? Oui, Ouais. On peut-tu le dire ici à la caméra? oui, c'est 418-438-2753. 2753. 2753. OK. Bon, bien, écoutez, je pense que c'est un beau souvenir, puis en même temps, c'est une belle création en soi, là. Moi, je pensais pas que c'est... Mais M. Saint-Onge, quand il a parlé après le spectacle, là, puis Rochette, il l'a laissé parler, puis il a écrit l'article à lui seul. Bon. C'est là que j'ai vu qu'il m'a propulsé pas mal. Il y a du respect là-dedans, là. Oui, il a écrit une couple de mots. Super. Bien, écoutez, bonne chance. Merci pour vous être déplacé et d'être venu nous voir ici aujourd'hui à l'émission. Et ça s'appelle Jamais trop tard. C'est M. Gérard, effectivement, excusez-moi, là, j'ai un blanc. Monsieur, Gérard Desgagnés, voilà. C'est ça. Bon, voilà. M. Gérard Desgagnés avec son micro-sillon qui s'appelle Jamais trop tard. Moi aussi, je vous remercie beaucoup de l'invitation que vous me faites, puis je vous souhaite une bonne journée. Bien, merci à vous. Bonjour. Te souviens-tu de ces beaux jours où nous étions des amoureux? En ce temps-là, la nuit et le jour, on était seuls, ensemble, on est à deux. Depuis ce temps, la joie de vivre nous est restée pleine dans nos cœurs. À l'approche d'une île, les voiles furent abaissées. Dans une baie tranquille, 3 vaisseaux sont ancrés. Avec les équipages, un hôtel fut monté. Parmi tant de branchages, sur l'îlot Caudrier. Bonjour quartier, c'est grâce à vous qu'on est. Salut quartier, on vous le reconnaît. Quelque part et bien loin de la ville, à des lieux au nord de Forestville, il y a des chemins d'asphalte et de gravel que des gens ont fait la petite belle. Des montagnes, des lacs et des rivières, c'est là qu'on y respire le canteur. C'est déjà terminé. Merci beaucoup pour votre écoute. La semaine prochaine, il y aura bien sûr une autre émission à votre service. D'ailleurs, si vous avez des sujets que vous aimeriez discuter dans le cadre de cette émission, contactez-nous à TVCO au numéro 88 435 5134. Merci à Normand Gauthier pour la technique. Merci à nos invités et c'est un rendez-vous à la semaine prochaine. Au revoir.